vient d'une vraie élite, c'est la noblesse aisée d'Angleterre, éduquée dans les meilleures écoles. Il ne comprend pas la totalité du pays. Bienvenue à Blackpool, la plus kitsch des stations balnéaires britanniques et le siège du congrès annuel du Parti conservateur. C'est ici que David Cameron a établi sa crédibilité comme chef de l'opposition il y a 2 ans. Désormais, l'opposition ne lui suffit plus, c'est le pays qu'il veut diriger. Aujourd'hui, je veux vous dire pourquoi je veux gouverner notre pays. Sur scène, sans notes, sans prompteur, Cameron a du punch. Il ne laisse aucune ambiguïté sur ses ambitions. Les gens veulent savoir si je suis prêt, si je suis capable, si je suis assez fort pour prendre des décisions difficiles. À cela, je réponds sans réserve, oui. 10 000 personnes sont réunies pour écouter le leader. Cameron est l'étoile montante de la politique britannique. À 41 ans, il est déjà vénéré par les siens comme le nouveau messie des conservateurs, le leader le plus charismatique depuis Margaret Thatcher. Mais l'époque a changé, le Parti conservateur aussi. Il attire aujourd'hui les jeunes et les minorités. Est-il le futur Premier ministre ? Absolument. Je crois totalement en lui. Il faut en finir avec la vieille politique façon Big Brother de Gordon Brown. Et David Cameron, il incarne ce changement-là. Une image moderne, énergique, télégénique. Une politique de communication agressive. David Cameron est allé plus loin que Bill Clinton ou Tony Blair. C'est le premier dirigeant politique multimédia. Avec Web Cameron, les Britanniques partagent même l'intimité familiale du chef des Tories. Attention, c'est une première. Hein. Alors BBC, ITV, Channel 4, attention, la concurrence arrive. Bon, ça va bouger un peu, mais au moins de cette façon, nous allons pouvoir communiquer directement avec les gens. Ce qu'on veut, c'est leur montrer ce qu'est le Parti conservateur, ce que nous faisons. Ainsi, nous créons un lien direct avec les gens. Un véritable journal quotidien en images posté sur Internet. Le voici en Afghanistan, au Soudan ou en Irak. Cameron est soutenu par une armée de blogueurs qui communiquent en permanence sur des sites comme celui-ci. Il donne l'illusion de la transparence. Il parle de changement climatique, de justice internationale, de combattre la pauvreté et la faim dans le monde. Il y a un idéalisme qui plaît aux jeunes. Ça faisait longtemps que le Parti conservateur n'avait pas fait ça. Le Parti conservateur a mué, il s'est offert une nouvelle peau, plus jeune, plus humaine, à l'image de ce jeune candidat aux futures législatives. Des nouveaux Tories qu'on accuse souvent de mettre l'accent sur la forme et d'oublier le fond. Les gens disent qu'il y a du style mais sans substance. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Le style, c'est important. C'est pas à vous, Français, qu'on va apprendre ça. Mais il y a aussi du fond. Cette semaine, nous avons proposé tout un lot de réformes sur les impôts, l'immigration, la lutte contre le crime. C'est capital. Mais il est aussi important d'avoir un style qui convienne à la Grande-Bretagne moderne. Grâce à David Cameron, nous sommes à nouveau fiers d'être conservateurs et on se sent bien dans notre peau. David Cameron donne l'impression d'être un modéré, un centriste. Mais il reste bien ancré à droite, et pour certains, beaucoup trop à droite. À l'intérieur du Parti conservateur, mes amis et moi, on pense que derrière ce changement d'image se cache une politique bien plus à droite qu'on ne le pense. En réalité, David Cameron est encore plus conservateur que le reste du parti, notamment en matière d'éducation, de services publics ou de transport. Alors quelle est la solution ? Remplacer Cameron ? Je crois, oui. C'est ici à Whitney, près d'Oxford, bastion conservateur, que le numéro 1 des Tories a remporté sa première élection il y a 6 ans. Cet ancien diplomate est le directeur du QG Cameron. Et c'est ici où nous avons commencé autour de ces tables pour la première campagne. Et moi, j'ai été son directeur de campagne la deuxième fois et nous avons doublé sa majorité. Si Cameron est devenu député de Whitney, c'est sur des valeurs conservatrices, des valeurs qu'il incarne parfaitement. Fils d'un financier de la City et d'une magistrate, il a fréquenté les mêmes écoles que les princes de la couronne William et Harry. Heatherdown, Eton, Oxford. Il est marié avec une aristocrate, un héritage parfois lourd à porter.
Mais il vient d'une vraie élite, c'est la noblesse aisée d'Angleterre, éduquée dans les meilleures écoles. Il ne comprend pas la totalité du pays. David Cameron se présente comme le champion de l'environnement. Mais l'été dernier, pendant les pires inondations que l'Angleterre ait connues, Cameron passe en coup de vent dans sa circonscription avant de s'envoler pour le Rwanda en mission officielle. Un déplacement critiqué dans la presse locale, d'autant plus qu'en termes d'écologie, on est loin du Grenelle. Cameron parle beaucoup de l'environnement, du changement climatique. Mais je suis déçue qu'il n'ait pas fait assez pour convaincre la commune ici d'agir dans ce domaine. Surtout en ce qui concerne la directive européenne sur les déchets. Évidemment, s'occuper des déchets, ce n'est pas aussi médiatique que d'aller travailler en vélo ou de mettre une éolienne sur sa maison. Mais ça fait partie des choses qui ont vraiment un impact. Retour à Londres dans le plus vieux parlement du monde. Journée test pour David Cameron, qui a trouvé la première faille dans l'armure travailliste. Le Premier ministre Gordon Brown vient de signer le traité européen à Lisbonne. Il doit maintenant convaincre l'Assemblée d'approuver sa décision. Du pain béni pour David Cameron, qui s'est fait le champion de l'Angleterre eurosceptique. Nous avons négocié une clause avec l'Europe qui garantit la protection de notre intérêt national. Qu'il l'admette, s'il n'organise pas un référendum, c'est parce qu'il a peur de le perdre. Les conservateurs veulent un référendum sur le traité. Le gouvernement dit « pas besoin de référendum ». On tire ici les premières cartouches d'une bataille sur le traité européen qui va durer jusqu'à l'été. Comme Gordon Brown, David Cameron a décidé de donner sa conférence de presse mensuelle. S'il n'est pas Premier ministre, il est persuadé que ce n'est qu'une question de temps. Pourquoi pensez-vous pouvoir assumer la fonction de Premier ministre? Pour gouverner, il faut être prêt. Pas seulement à gagner les élections ou à conduire le Parti conservateur, il faut être prêt aussi à prendre les décisions graves que tout Premier ministre est amené à prendre. Comme par exemple envoyer nos troupes à la guerre. Il faut être prêt à cela, et moi je suis prêt. David Cameron n'a jamais été ministre, mais il veut s'en donner l'allure et l'importance. Pour tenter de convaincre, il rappelle qu'il passe la plupart de son temps avec les grands de ce monde. Aujourd'hui, je rencontre le Premier ministre turc, Recep Erdogan, et aussi le Premier ministre israélien, Ehud Olmert. Vendredi, je retourne à Berlin pour un discours devant le Bundestag sur la sécurité en Asie et en Europe. Angela Merkel interviendra aussi dans cette conférence. Je l'ai déjà rencontrée il y a quelques semaines. Jeune, ambitieux, pressé, en Europe, David Cameron a un modèle. Que pensez-vous de notre nouveau président Nicolas Sarkozy? Vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, pas depuis qu'il est devenu président, mais avant. Je l'ai soutenu, encouragé dans sa campagne. Comme président, il semble avoir pris un très bon départ. Il opère des changements ambitieux qui ne sont pas seulement bons pour la France, mais j'ai l'impression bons pour toute l'Europe. David Cameron et Nicolas Sarkozy ont des points communs, mais la différence est de taille. Devant les électeurs, Cameron n'a pas encore fait ses preuves. Sera-t-il le prochain locataire du fameux 10 Downing Street? Réponse d'ici 2 ans.